Si je vous expliquais comment se développer un cancer en utilisant les jouets de ma fille par exemple, le corps humain est composé de milliards de cellules constituant les organes et les tissus, et chaque cellule possède en son noyau des milliers de gènes qui constituent l'ADN et qui vont lui dicter la manière dont elle doit se développer, remplir sa fonction, puis mourir. Et si je vous expliquais comment se développer un cancer en utilisant les jouets de ma fille par exemple, alors je vous rassure évidemment, nous ne trouvons habituellement pas ce genre d'objet dans nos labos. Tout au long de la vie, ces cellules se multiplient de manière contrôlée afin de remplacer les cellules vieillissantes ou endommagées par exemple. Et si au moment de cette multiplication, l'organisme détecte une anomalie, alors cette multiplication cellulaire est mise en pause afin de réparer cette anomalie. Mais si cette réparation est impossible, il y a alors un phénomène dit d'apoptose. Ce sujet a déjà été évoqué dans une vidéo précédente avec le chercheur Olivier Meurette. Et cette apoptose, c'est en fait un suicide cellulaire qui permet à l'organisme d'éviter d'accumuler des cellules anormales. C'est donc en quelque sorte un contrôle qualité, un système de veille cellulaire. Les cellules cancéreuses échappent à cette veille en raison de mutations qui sont des modifications de leur ADN et qui vont leur permettre de proliférer à l'infini, même en présence d'anomalies. L'origine de ces mutations peut être multiple. L'hérédité joue un rôle, c'est-à-dire que l'on va hériter de nos parents certaines prédispositions génétiques, mais l'environnement peut également jouer un rôle, tel que le tabac ou encore les rayonnements UV. Il faut savoir que des mutations génétiques apparaissent tout le temps dans nos cellules, dues à des défauts qui vont survenir au moment de leur division ou dues à des facteurs environnementaux tels que les rayonnements UV. La plupart du temps, ces mutations vont être réparées. Si cette réparation n'est pas possible, alors la cellule va devenir cancéreuse et comme les mutations génétiques vont s'accumuler au cours du temps, il y a plus de risques de développer un cancer au fur et à mesure que nous vieillissons. C'est donc l'accumulation de mutations qui serait responsable du développement cancéreux dans la majorité des cas. Malheureusement, là où ça se complique, ce sont les cancers pédiatriques pour lesquels on ne va pas retrouver cette accumulation de mutations du fait du jeune âge des patients, mais qui peuvent être pourtant très agressifs et dont on ne comprend pas encore bien les causes. On sait cependant que les tissus embryonnaires sont plus sensibles à ces mutations. Par exemple, en réponse à une mutation d'un gène appelé RB, les tissus adultes ne vont pas réagir, alors que chez l'enfant, cette mutation va être responsable d'un rétinoblastome qui fait partie des cancers pédiatriques les plus courants. On peut imaginer ça assez simplement avec de l'origami. Si on imagine que ce chat représente une cellule adulte, donc qui a une identité et une fonction précise, on imagine assez facilement que cette cellule va être difficile à remodeler. Il va falloir différents dépliages et repliages pour donner la cellule cancéreuse que l'on peut représenter par un crabe, par exemple. En revanche, si on imagine que la feuille de papier vierge correspond à la cellule immature, la cellule embryonnaire, alors là, évidemment, ça va être plus facile de la remodeler pour la faire devenir un crabe. Ceci permet donc de comprendre pourquoi dans les tumeurs adultes, c'est souvent une accumulation de mutations qui est responsable du développement cancéreux, contrairement aux tumeurs pédiatriques. L'identité de la cellule à l'origine de la tumeur est donc très importante et c'est un des axes de recherche que nous développons. La prolifération incontrôlée des cellules ayant subi ces mutations va conduire à la formation d'une masse cellulaire qui constitue la tumeur primaire. Et plus tard, dans certains cas, des cellules de cette masse vont être capables de s'échapper et de passer dans la circulation sanguine afin d'aller former une tumeur secondaire qui peut être parfois très éloignée de la tumeur primaire. Et c'est ce que l'on appelle la formation des métastases. L'émergence des thérapies ciblées ces dernières années constitue une réelle avancée. Par exemple, on est maintenant capable de cibler spécifiquement un gène, tel que CARAS, qui est très souvent muté dans les cancers du pancréas, mais également dans d'autres cancers. Et en utilisant des inhibiteurs de la voie de signalisation induite par ce gène, c'est-à-dire en utilisant des molécules qui vont bloquer son action, on est capable, dans certains cas, de faire régresser les tumeurs. La recherche avance, mais malheureusement, il reste du chemin à parcourir avant d'arriver à soigner tous les patients. Et ceci passera par une meilleure compréhension des mécanismes à l'origine du développement cancéreux.